On nous pose souvent la question, c'est quoi un rider? Alors on répond, c'est pas une question d'élégance, de fan ou de prestige. Oh non, c'est beaucoup plus que ça. On rêve tous de la belle vie. Pour certains, c'est le succès, l'adrénaline, la liberté. Pour d'autres, c'est la chute, la persévérance, la frustration. Mais pour un rider, oh, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'un vrai rider, c'est tout ça à la fois. Salut tout le monde, on est sur le direct d'Immersion Freestyle. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver comme tous les jours de la semaine, sauf le week-end, parce que le week-end je suis un peu fatigué, je dors. Donc salut à tous, salut. Avant de commencer l'émission, je vous rappelle qu'on a le jeu concours avec French Florida sur le Instagram d'Immersion Freestyle. Vous y allez, vous identifiez 3 potes à vous, il vous reste une semaine pour jouer et vous pourrez tenter de gagner un super t-shirt. On a aussi le gros jeu concours, enfin c'est pas un jeu concours, c'est plutôt un contest vidéo avec notre cher ProRider 34, notre cher partenaire. Je vous rappelle aussi qu'il y a le fil rouge pour tenter de découvrir quelle histoire se cache derrière ce cadre. Si vous trouvez l'histoire de ce cadre, je vous offre un petit t-shirt. Voilà, un t-shirt basique BMX que vous pourrez porter pour tous vos événements. Alors, si vous êtes nouveau sur ce live, je vous souhaite déjà le bienvenu ou la bienvenue, suivant si tu es un garçon ou si tu es une fille. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que là, vers ici, il y a un petit logo Immersion Freestyle, ou d'ailleurs, il y a... Ouais, c'est pas grave, on le verra un peu plus tard dans l'émission. Là ici j'ai mis un petit cachet noir, mais je vais l'enlever après. Donc il y a un petit logo Immersion Freestyle et vous cliquez dessus et vous allez voir ce qui va se passer. Alors aujourd'hui, de quoi on parle? On parle de DIY, Do It Yourself. Alors dans la première partie d'Immersion Freestyle, on aura l'interview de Thomas Riffaut. C'est un sociologue, un prof à STAPS et il a écrit une thèse sur les sports extrêmes. Donc on va avoir une expertise aujourd'hui. Le dossier DIY, on sera rejoint un petit peu plus tard dans l'interview par Anthony de THS. On appellera aussi Axel Niqueux qui a réalisé un super documentaire sur le DIY. On en parle dans l'émission forcément. Et on terminera avec Flo de Setpli qui lui fabrique des lunettes avec des planches de skateboard. Ça va être bien cool. Et quand même la technique aujourd'hui ça va être un peu compliqué. Allez, je vous envoie tout de suite sans plus attendre une petite vidéo de Thomas Riffaut. C'est parti, c'est une vidéo qu'on a tournée ensemble. Ça s'appelle Comme bon te semble et ça vous permettra de découvrir qui est Thomas Riffaut. C'est parti. Ce qui est génial dans nos activités, justement, c'est qu'on peut les faire de plein de manières. Ce que j'aime dans le roller, c'est très clairement la liberté de les pratiquer comme bon te semble. C'est clair que ces activités, elles t'apportent un regard particulier sur la ville et notamment sur son mobilier, sur son architecture, etc. Je vois la ville à travers mes rollers, très clairement, à travers ce que je suis capable de faire dans la ville. Le rail d'escalier, pour moi, c'est un espace de potentiel. Ce qui m'inspire, c'est l'architecture, le décor, l'environnement, la texture du rail d'escalier ou de la marche, s'il est en béton, en marbre, etc. Et toutes ces informations, j'en fais un petit peu la synthèse et c'est ce qui me permet de décider quel tricks je vais faire. En fait, je ne sais pas si c'est inspiré le bon mot, mais la ville, c'est simplement l'endroit où je me sens bien. Yes, Thomas! Des fois, j'ai besoin d'aller prendre un bol d'air en nature.
je crois que je me sens mieux en ville. La recherche, c'est qu'il y a tout ce temps où tu espères trouver un lieu idéal et quand ça arrive, tu te sens vraiment privilégié d'avoir trouvé un lieu qui est en parfaite adéquation avec ce que tu as envie de faire à un moment donné. Je m'appelle Thomas Riffaut, je suis sociologue et rider dit professionnel et je prends toujours beaucoup de plaisir à être sur mes roulettes. Et nous voilà nous de retour dans le live d'Immersion Freestyle et j'ai été rejoint par notre ami Thomas Riffaut que je vais envoyer dans quelques petites secondes à l'image, juste le temps pour moi de le retrouver sur mes multiples réglages que j'ai à faire en même temps. Et voilà, on a donc Thomas Riffaut à l'image. Salut Thomas. Salut tout le monde. Alors comment ça se passe ton confinement à toi ? Ma foi, hein, comme tout le monde. Comme tout le monde, on se plaint pas trop. Quand la santé va, tout va. On dit non ? Ouais, c'est ça. Hein, quand la santé va, tout va. Thomas, moi je te connais bien, mais en fait, qui es-tu ? C'est une question philosophique, ça. Ouais, c'est une question philosophique. Vas-y, balance-toi sur une petite disserte de philosophie. Tu as 2 heures. Un peu moins. Non, je vais faire beaucoup plus court qu'une disserte de philo. Je suis un rider du coin de Montpellier, un rider roller qui s'amuse avec cet outil depuis 2000, donc depuis 19 ans maintenant. Et puis, en parallèle de ça, j'ai poursuivi, j'ai fait des études relativement longues et je suis maintenant docteur en sociologie et je suis prof à l'université. Et qu'est-ce qui t'a motivé à faire une thèse sur les sports extrêmes ? Pour faire rapide, tous les gens qui nous regardent là aujourd'hui, qui sont, j'imagine, des riders, savent très bien que nos activités, elles nous font quand même vivre des aventures rocambolesques. Yes. Et après 19 ans de ce genre d'aventures, de péripéties, de voyages, de compétitions, etc., eh bien, je me suis dit ça serait quand même bien de trouver un moyen d'en parler. Mais comme à l'époque je m'intéressais pas mal à la sociologie, il m'a semblé que c'était le moment. Alors on va parler un petit peu de toi et ton riding avant de rentrer un peu plus dans la sociologie de l'humain Thomas Riffaut. Ton tricks préféré ? C'est compliqué. Celui qui me fait plaisir. Et le tricks que tu kiffes voir, pas forcément dans ta discipline. Une belle ligne de BMX. Je dois reconnaître que je suis de plus en plus sensible à cette activité. Je t'invite à 2 pas de chez toi, un de ces 4, à faire une petite session BMX, y a pas de problème. Ton plus gros aimer, que tu as fait le plus gros banger de toute ta vie. Je suis pas un homme de banger, moi, tu sais, mais globalement, il y en a un dont je me rappelle pas mal, c'était pour la vidéo Arsena qui s'appelle Wolfpack. Et j'avais fait un roller, ça s'appelle un back savannah sur un gros muret bien crépu, bien dégueulasse, relativement long, et je crois que celui-là, je serais plus capable de le refaire. On peut dire que c'est un hammer, ça, non ? Ouais, on peut dire que c'est un hammer. Un hammer, c'est pas, à mon avis, enfin dites-le nous dans le live, hein, un hammer c'est pas forcément un énorme trick, ça peut être aussi une grosse ligne de port et un passage très délicat qui peut être aussi un hammer. Ou un truc qu'on n'est plus capable de faire en vieillissant, c'est bon signe. Exact. Qui t'inspire ?
Qui m'inspire, ben voilà, comme tout le monde, je regarde beaucoup de vidéos de roller en particulier, mais je sais plus trop. Plus jeune, j'aurais été capable de te répondre. Maintenant, je sais pas bien qui m'inspire. Mes potes, peut-être. Tes potes. Mes potes. Peut-être que mes potes sont les personnes qui m'inspirent le plus. Et voilà, disons que les vidéos de pro me lassent davantage. Bah justement, qu'est-ce que tu vas rechercher quand tu vas regarder une vidéo du coup maintenant? Moi, très clairement, bon, j'étais pareil, les choses elles évoluent, hein, plus quand tu pratiques longtemps. Maintenant, très clairement, ce qui m'intéresse, c'est l'originalité des spots. Voilà. Donc évidemment, ce qui m'amuse dans les vidéos que je vois, c'est quand le rider que je regarde, il fait un truc auquel je n'avais pas pensé, ou qui roule quelque chose de vraiment étonnant. Voilà, c'est ça qui me donne envie de rouler en ce moment, et donc c'est évidemment ce que je recherche un peu dans les vidéos que je regarde, quoi. C'est ça qui te fait vibrer. Alors on va passer au T+, maintenant. T+, quelque chose ou T+, autre chose, c'est bon? Bah quand tu veux. Vas-y, c'est parti. T+, chien ou chat? Chien. Chien. Plus backflip ou top soul? Salaud. Top soul, incontestablement. Top soul étant un tricks en roller et en slide. Je le dis. Alors, t'es plus Shibabao ou une autre chanson? Je sais pas ce que c'est Shibabao, donc je vais dire une autre chanson. Une autre chanson. Shibabao était un délire à Mouilleron le Captif avec les copains du roller et Johan Bertoneau. Voilà. C'était une année où j'étais pas à Mouilleron le Captif, malheureusement, je crois. J'espère qu'on retournera à Mouilleron le Captif cette année. Spine ou rail? La rue, mon ami. Donc il y a rarement un spine dans la rue. Si tu m'en trouves un, on y va demain. Mais donc rail. Ok, rail. Si vous trouvez un spine dans la rue, un spine naturel, envoyez-nous les coordonnées GPS. On ira shooter une vidéo avec Thomas Riffaut là-bas. Street ou contest? Street. Street. Alors là, la réponse est facile. J'ai fait pas mal de contests dans ma vie, mais il me semble que c'est derrière moi. Bière ou coca? Une bière, avec les copains. Avec les copains, une bière avec les copains. ACDC ou Necfeu? Les deux. Les deux, allez, on se met au milieu. Netflix ou ciné? Cinéma. Les séries, ça me gave. C'est toujours trop long. Toujours trop long. Livre ou tablette? Ah, livre. Ça, c'est. Je peux pas. J'ai pas de tablette en fait. Cœur de pierre ou cœur d'artichaut? Cœur d'artichaut. Je dirais cœur d'artichaut. Slip ou caleçon? Caleçon. 4 roues ou 2 roues? Ça dépend des jours. Pourquoi? Parce que ça dépend du spot. Raconte, dis-nous en plus pour les gens qui savent pas la différence entre mettre 4 roues sur ses patins et 2 roues. Bah, en gros, si les personnes qui ont 2 roues, c'est souvent des gens qui privilégient les slides parce que ça disons que c'est moins risqué. Et ceux qui en mettent 4, c'est ceux qui, si je fais simple, veulent favoriser la ligne. Voilà. Et donc, moi, en fonction du spot, si c'est un spot qui se roule, j'ai souvent 4 roues. Si c'est un spot qui se slide, j'ai souvent 2 roues. Ok. Alors, petite autre question. Viande ou salade? Salade. Il faut arrêter la viande. Trottoir ou parc du Fiz? Ça dépend des jours. Je dois reconnaître qu'en ce moment, un petit parc du Fiz, ça me déplairait pas quand même. Le trottoir d'en face de chez moi, je l'ai roulé hier. Mais un parc du Fiz, un événement de plus de 5000 personnes, les copains, la fête, en confinement, ça manque un peu. Ça manque un peu, ok. Alors, on va passer à une question un tout petit peu plus longue au niveau de la réponse. Ton point de vue sur l'évolution des sports extrêmes?
Et ça, c'est un peu plus long. Et là, on rentre dans l'aspect un peu socio, non? Bah ouais, hein, bah, on a un socio, alors il vaut mieux l'utiliser, non, quand c'est pas tous les jours. Ouais, mon point de vue, globalement, mais on le sait tous, et je vais pas faire un cours parce que c'est pas le lieu ici, mais globalement, on est en pleine phase de ce qu'on appelle la sportification, c'est-à-dire des activités qui étaient marginales, underground, à leur début et qui progressivement rejoignent le centre. Le centre étant les sports qu'on appelle souvent modernes. Et petit à petit, chemin faisant, ces activités suivent une trajectoire très très bien identifiée dans les sciences humaines. Tous les gens qui se sont intéressés aux contre-cultures l'ont identifié, que ce soit les spécialistes de la techno, du punk, du rock and roll, du rap, de la planche à voile, etc. Donc globalement, les contre-cultures, c'est quelque chose d'éphémère. Et plus le temps passe, plus elles se rapprochent du centre. Et donc plus elles deviennent normalisées et en ce qui nous concerne, de plus en plus proches du modèle du sport classique avec entraînement, compétition, etc. etc. Et, Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, tout à fait. Le grand débat du BMX, du skateboard et tout ça, on pose souvent la question. Pour toi, c'est une bonne ou une mauvaise chose justement cette sportification des sports extrêmes? L'idée, c'est que quand tu es sociologue, il faut essayer d'éviter de porter ce qu'on appelle un jugement moral, c'est-à-dire dire oui, c'est mal, oui, c'est bien. Moi, mon rôle, c'est de l'observer, d'essayer de trouver des indicateurs qui montrent qu'on est en train de vivre une situation une sorte de bouleversement. Voilà, des indicateurs comme ça, j'en vois plein, évidemment. Ce qui me semble important, et là c'est peut-être le rider qui parle, ce qui me semble important, c'est quand même bon, tu l'as compris, en gros ce mouvement, je pars du principe qu'il est inéluctable, mais il me semble qu'il faut faire attention à ce qu'il aille pas trop vite pour que la culture de nos activités, l'histoire de ces activités, etc., soit pas trop rapidement gommée parce qu'on serait omnibulé par l'idée de conformer nos activités au modèle olympique, par exemple, ou autre. Petite question internet, merci pour cette réponse. Et petite question internet de l'ami Yann, comment a été reçue ta thèse? Ma thèse par le monde universitaire, très bien. Il semblerait que les années que j'ai passées sur mon bureau, j'ai pas trop perdu mon temps. Après, la thèse sur le plus grand public, c'est plus compliqué parce que les gens qui sont pas dans le monde de la recherche ont peu l'habitude de lire ce genre de travaux. Et donc là, c'est tout le travail que je fais en ce moment depuis que j'ai soutenu. Donc ça fait maintenant 2-3 ans. L'idée, c'est d'essayer de démocratiser ces travaux. Et donc là, depuis 1 an ou 2, ça commence à bien marcher puisque je suis en contact avec de plus en plus de municipalités, de plus en plus de médias qui ont un spectre un peu plus large. Je sors progressivement du monde de la recherche pour tenter essayer que mes résultats soient appliqués concrètement. Et où on pourra la trouver, où on peut la trouver cette thèse, nous demande Yann. Est-ce que c'est en cours d'édition comme tu le dis là ou Oui, alors il y a un bouquin qui est en train d'être je travaille actuellement sur la transformation de ma thèse en livre, mais pour ceux qui ont le courage, il suffit de taper mon nom sur Google et il y a un résumé de ma thèse sur YouTube. En 5 minutes, je donne quelques lignes de ma thèse. Et puis il y a ma thèse qui est en open source aussi, et donc vous pouvez lire l'intégralité de ma thèse. Alors l'intégralité de ma thèse, c'était quand même 400 pages ou quelque chose comme ça. Donc ce que je recommande aux gens qui ont envie de lire ce que j'ai écrit, c'est plutôt de chercher les articles que j'ai écrits, parce que là on passe de 400 pages à 10, enfin plusieurs fois 10, mais c'est un bon moyen de comprendre un peu ce que je raconte. Ok, merci Thomas. Et on rappelle, il y a aussi les cours à la fac, et tu m'as appris récemment qu'on avait le droit d'aller voir tes cours en amphithéâtre. Bien sûr, ouais. Et CM, c'est ouvert à tout le monde.
On va balancer une petite vidéo de toi, de la société de production Otus. T'étais allé faire un tour du côté de Beaulieu et on va donc envoyer ça tout de suite et on te récupère juste après pour parler DIY. Ça marche. Let's go. Allez, nous voici de retour dans le direct d'Immersion Freestyle. On a été rejoint par l'ami Anthony. Coucou Anto, comment tu vas? Bonjour tout le monde, ça va et toi? Bah, moi ça va, hein, peinard, on discute. Alors, comment ça a été cette thèse de sociologie? Thomas. Parfois. C'est pas simple tous les jours, mais on s'en est sorti. Moi je regarde une chaîne YouTube, je sais que ça n'a rien à voir vite fait, mais je sais pas si tu connais, c'est Horizon Gull. Et c'est un mec qui parle de sociologie, assez ludiquement. Alors, franchement, je t'invite à aller le voir. Et tu vois, j'ai toujours mon petit calepin de notes et je note.
Voilà. Alors Thomas, je vais te poser une petite question. Le DIY, c'est quoi selon toi? Le DIY, c'est le dénominateur commun d'une grande partie des qui s'appellent les contre-cultures. Ok. Le dénominateur commun, ça veut dire le parallèle, le fil rouge. Et tout à l'heure, j'évoquais la musique. Hein. Les précurseurs du DIY, c'est le mouvement punk. Il y a un super livre de Fabien 1 là-dessus, sur le DIY dans le punk, qui est génial. Et évidemment, cette philosophie, parce que le DIY c'est une philosophie, elle existe aussi dans nos activités. Et qui consiste évidemment, mais là je l'apprendrai à personne, j'imagine, à construire soi-même ou à modifier soi-même l'espace dans lequel on va rouler. Alors je pose une autre question, après je laisserai un peu la parole à Anthony pour d'autres questions un peu plus détaillées et plus sport extrême. T'as écrit sur cette nouvelle pratique, en fait, t'as écrit dessus, là t'es en train de rédiger un article, une thèse. Qu'est-ce que tu es en train d'écrire sur ça, sur le DIY? Alors là, sur le DIY, les 2 travaux sont disponibles. Donc là, il suffit de mettre DIY Thomas Riffaut sur les moteurs de recherche classiques. Il y a 2 articles qui sont sortis dans des revues scientifiques, mais qui sont en open source. Et si vous ne les trouvez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message par Facebook, Instagram ou autre. Et moi, je les enverrai, les articles, avec plaisir. C'est 2 articles que j'ai écrits sur le DIY, sur ce que j'en comprends. Voilà, je comprends pas tout, mais voilà, j'essaye d'utiliser mes connaissances en sociologie pour éclairer cette manière très particulière de pratiquer et de vivre le skate, le roller, le BMX, etc. Et pourquoi c'est donc un fait de société, le DIY? Si je fais simple, globalement, il y a depuis un certain nombre d'années une tendance à ce qu'on... Roger Sou, il appelle ça les loisirs pratiques. En gros, c'est une appétence pour ce qu'on appelle rapidement le bricolage. Voilà. Le bricolage, il suffit de se pointer dans un Leroy Merlin, un Castorama le dimanche, enfin en dehors du confinement évidemment, mais pour se rendre compte qu'il y a plein de gens qui font cette activité et ils le font pas seulement pour des raisons financières, ils le font aussi parce qu'ils aiment bien mettre les mains dans le cambouis, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et donc en fait dans le roller ou le skate, le BMX, c'est la même chose. L'idée c'est que nous on passe notre temps à rouler, à utiliser l'espace, à le détourner, etc. Et donc il est relativement logique que nous aussi on ait envie de bricoler, de remettre du sens, de plus être la dernière roue du carrosse. Voilà, ouais. En gros, celui qui utilise le skatepark, l'idée c'est de remonter un peu à la source et de dire je veux être celui qui fait le skatepark, tout comme quelqu'un qui dit j'en ai marre de faire la vidange, de demander à mon garagiste de faire la vidange de ma voiture. Il y a de plus en plus de gens qui ont envie de comprendre comment on fait une vidange et de la faire soi-même. Donc il y a déjà cette histoire-là qui permet de dire que le DIY, c'est une tendance qui dépasse très largement, enfin le bricolage, okay, qui dépasse la question de nos petites activités. Après, moi je sais que j'ai un exemple, par exemple au skate à Beauvais. Au début, ils n'avaient pas de skatepark, rien du tout, et ils ont été obligés de faire un DIY pour pouvoir skater. Et grâce à cette initiative, ils ont pu avoir un vrai skatepark derrière. Mais à la base, les mecs, ils n'étaient pas du tout bricoleurs, ils avaient vraiment pas envie de le faire. C'est juste parce qu'ils avaient envie de skater à un endroit à eux, quoi. Et c'est ouf de voir que par envie, ce qu'on est capable de faire. Exactement, c'est ce que j'ai aussi identifié, c'est-à-dire que ce qui est très intéressant dans cette pratique-là, c'est que souvent dans les groupes qui se motivent à faire un DIY, il y a un ou deux types qui ont un peu des compétences en bricolage, mais il y a plein de personnes comme moi, par exemple, voilà, moi je sais visser une vis et utiliser une perceuse, mais faire une courbe en béton, souder un coping, etc., c'est clairement en dehors de mes compétences. Mais en fait, les gens, ils ont une telle motivation
que ils sont prêts à apprendre, ils sont prêts à devenir ce qu'on appelle des artisans, c'est-à-dire mettre en place un apprentissage par essai-erreur, essayer de comprendre comment la matière fonctionne. Ça, c'est passionnant. Moi, j'ai eu des super interviews là-dessus, c'est-à-dire comprendre comment le béton ça fonctionne. Il y a des vraies connaissances derrière ça. Et les gens qui font du DIY régulièrement, au début, la première courbe qu'ils ont montée, souvent, elle s'est cassée la gueule. Et puis petit à petit, ils ont compris, ils ont appris. Et c'est aussi ça qui passionne dans le DIY, qui passionne les gens, c'est qu'en fait, ils ont l'impression de développer des compétences, de s'auto-former. Et ça, il y a plein de sociologues qui ont montré que c'était une envie du moment, c'est-à-dire d'essayer de... Il y a un sociologue que j'aime bien qui s'appelle Richard Sennett et qui dit c'est le ras-le-bol de la télécommande. En gros. C'est j'appuie et il se passe quelque chose. Les gens, ils ont envie d'être moins déconnectés, d'être plus connectés aux choses qu'ils utilisent. Et donc nous, on utilise des skateparks. C'était relativement logique qu'on ait envie de mieux appréhender la chose que l'on roule pendant des heures, quoi. Est-ce que le lieu, le DIY fabriqué par l'individu et par les individus, on remarque, j'ai l'impression que c'est plus des gens qui font du skateboard un peu, en grande majorité j'ai l'impression que c'est des gens qui font du skateboard. Ouais, c'est une culture plus skate, j'ai l'impression aussi. Moi. Est-ce que dans ton travail, Thomas, tu as pu remarquer ça ou tu ne sais pas trop parce que je sais qu'en BMX, eux, ils sont très trail au final. C'est très champ de boss. Ils ont déjà ce DIY là à eux qui, quand on leur demande si c'est du DIY, pour la plupart des dirters ou des mecs qui font des trails, c'est pas du DIY, c'est vraiment du dirt, quoi. Ouais, bon, alors moi, tu sais, en tant que sociologue, on en a déjà parlé, je fais très peu de différence. Entre les disciplines, ouais. Je vais froisser mes chers amis skateurs, mais parfois, mais moi, je vois plus trop de différence à force de les observer, ces activités. Alors, il y a des différences historiques, il y a un rapport à la culture qui est un petit peu différent, qui est très marqué dans le skateboard, etc. Mais bon, dans les grandes lignes, ces activités sont très similaires. Et dans le roller, j'ai observé notamment et un peu pratiqué aussi plein de ce qu'on pourrait appeler plein de phénomènes qu'on pourrait relier au DIY, mais souvent plutôt dans l'idée de réparer, de modifier, de rajouter en ville des équipements qui pourraient devenir skatables. Oui, mais c'est intéressant de voir que justement par rapport aux disciplines, ils ont une approche différente de la chose, quoi. Et je pense qu'il ne faudrait pas ignorer justement mettre en condition le fait qu'il y ait des skateurs qui font des DIY, des BMX qui font du dirt et les rollers qui justement modifient la rue carrément. Et, non, mais c'est trois trucs bien différents. On pourrait imaginer un travail qui met les choses en comparaison. Moi, c'est vrai que c'est pas ce qui me passionne. J'essaye de voir que dans les trois cas, en l'occurrence, tout ce que j'ai raconté sur l'histoire du bricolage, sur l'histoire de l'artisanat, sur l'histoire de la manière dont on apprend, et soyons honnêtes aussi, sur la manière de la dimension un peu politique et un petit peu contestatrice de ces trois types d'activités. Me paraît ça me semble être des dénominateurs communs plus forts que savoir avec quoi on roule, quoi. Voilà. Et après c'est aussi tout ce que je dis l'idée des sciences humaines, c'est créer le débat. Je détiens pas la vérité, loin de là. Est-ce que un DIY, ça se doit d'être secret, d'être un lieu secret? Alors ça, c'est une bonne question. À mon avis, c'est vraiment une bonne question. Je l'ai dans un des articles que j'ai écrit, là, notamment sur la dimension politique du DIY dans le skateboard. J'aborde ce sujet-là, ce sujet du secret spot, et j'essaye de comprendre pourquoi tant de DIY sont secrets. Il me semble quand même qu'il faut rappeler que les DIY sont souvent éphémères, c'est-à-dire qu'on construit quelque chose en sachant très bien qu'un jour ou l'autre il va y avoir une pelleteuse qui va tout détruire. Et donc le secret spot, c'est aussi c'est une manière de protéger le lieu, puisque quand les lieux sont surfréquentés,
disons que les pelleteuses arrivent plus vite. Donc il y a cette dimension-là. Et puis après, il y a aussi une dimension un petit peu communautaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai construit quelque chose, eh bien, j'aime bien dire que c'est à moi, que c'est chez moi, que c'est etc. Et donc là, il y a l'idée aussi qui est à mon avis plus contestable, là très clairement, l'idée de trouver des moyens pour exclure et pour créer une communauté autour d'un espace. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'espace communautaire. Et là, bon voilà, on peut se poser un certain nombre de questions. Sur ça. C'est un peu le no dig no ride quoi. Aussi. Ouais, il y a le no dig no ride. Moi, j'ai fait une enquête partout en France sur des DIY. Et bon, il y a des DIY où il y a des panneaux très clairement où c'est marqué qui a le droit de venir, qui n'a pas le droit de venir. Donc là, voilà, les choses sont claires. Après, je pense que c'est normal parce que la plupart des DIY qui sont faits, les mecs ils donnent les sous de leur poche. Bien sûr. Et que c'est une façon aussi de faire un DIY. Moi, la plupart des DIY que j'ai vus, c'est des gens qui avaient déjà des skateparks dans la ville, mais qui avaient trop de monde dans le skatepark pour pouvoir pratiquer tranquillement, boire sa petite bière au canne. Alors du coup, on s'est un peu excentré de la ville pour construire son petit lieu clos avec sa petite famille, quoi. Enfin, ses petits amis. Son petit chez soi. Ouais, son petit chez soi, mais ça, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue à mon sens. Quand on fait une session de street et qu'on gêne une petite vieille, la petite vieille elle t'interdit de venir rider sur le spot. Et finalement, quand tu fais un DIY avec tes potes, bah, t'interdis les autres skateurs de venir, ou les autres skateurs ou les autres disciplines de venir rider. C'est pas un petit peu bizarre ? Si, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais après. C'est la vieille qui va t'interdire de skater sur le trottoir. Le trottoir, tu payes des impôts, tout le monde en paye. Alors que là, le DIY, tu vois, genre c'est vraiment des sous qui viennent de ta poche. Donc la grand-mère en soi, il faut pas la déranger. Moi, quand je skate dans la rue et que je passe vite à côté de quelqu'un, je dis désolé, pardon, merci, tu vois. Enfin, je reste vraiment poli et courtois. Je pense que c'est important. Mais bon, pour moi, pour moi, ça n'a rien à voir. Non, mais encore une fois, il faut essayer d'éviter de porter un jugement. C'est-à-dire, moi, je suis pas là pour dire il faudrait que tous les DIY soient ouverts. Moi, en faisant mon enquête, j'ai compris, je crois avoir compris, essayer de trouver quelques explications qui font qu'un grand nombre d'entre eux sont secrets, fermés, etc. Mais j'ai aussi fait des enquêtes dans des lieux, et on en connaît dans le coin de Montpellier, qui sont volontairement ouverts. C'est-à-dire que tout le monde est le bienvenu, à condition de respecter un certain nombre de règles. Et tout le monde est notamment de respecter le lieu, de nettoyer, etc. Donc là, on tombe dans la cadre de un peu des règles des sociétés autogérées, c'est-à-dire bon voilà, on responsabilise tout le monde, mais tout le monde est le bienvenu. Et ça, il y a dans l'enquête que j'ai faite, j'ai quand même quelques exemples de DIY qui sont ouverts à tout le monde et que là, on peut penser non pas comme des espaces communautaires, mais comme un mot qui est à la mode, un peu galvaudé, mais qui marche à mon avis dans ce cas-là. Le mot, c'est des tiers-lieux, c'est-à-dire des lieux dans lesquels on expérimente collectivement. On imagine d'autres relations humaines plus horizontales, moins verticales, etc. Plus collectives. Ouais. On a un exemple là que Anthony a tourné là récemment. Il est allé dans un DIY qui a été fait. Voilà. Je vais balancer la vidéo. Tu nous en parles juste après, Anthony. Si ça te dérange pas, c'est parti.
Allez, nous voici donc de retour dans le studio d'Immersion Freestyle avec Thomas et Anthony. Anthony, c'était où ce petit tournage ? Alors ça c'était à Breuil-le-Sec, à côté de Beauvais, entre Beauvais et Amiens. Et en fait ce spot il est grave intéressant parce qu'ils ont fait ça sur des rails abandonnés de la SNCF. Et du coup c'est un terrain privé. Et tant que la SNCF ne dit rien, la mairie ne peut rien dire. Et du coup le spot ça fait au moins, sans dire de bêtises, ça fait peut-être 10 ans qu'il est là. Et il a toujours pas bougé quoi. Alors on a Gérald aussi qui nous dit, j'interviens tout de suite, après vous pourrez poser des questions, je pose une dernière question à Thomas et ensuite vous pourrez poser des questions à Thomas vous aussi dans le chat. Gérald il a écrit un peu vite. Le DIY c'est surtout un contre-courant de la société à ne pas attendre les choses des gens qui nous gouvernent. C'est bon, je suis là. Hein. Ouais, t'as changé de place dans le live. Je suis désolé, ça a coupé. Ouais, et aussi Gérald il nous dit c'est que les mairies elles se déchargent aussi en cas d'accident. Je pose une dernière question à Thomas et après les gars si vous voulez poser des questions n'hésitez pas à en poser dans le feed. Alors Thomas, le confinement il a permis aussi pas mal de choses et surtout il a permis l'émergence de petits skateparks made in ta volonté. C'est toi qui choisis de faire ton propre skatepark dans ton propre jardin quand tu as un jardin. Désolé pour les amis parisiens qui vivent dans un appartement, mais il y a certaines personnes qui vivent dans des jardins qui ont pu fabriquer des petits spots à eux. Est-ce que tu crois que ces spots faits main vont avoir un avenir ? Alors, tout à l'heure, je disais que le sociologue, il essayait de ne pas être moralisateur. Il essaye aussi de ne pas être Madame Irma, donc je n'en sais rien du tout. Le futur, c'est pas mon domaine. Par contre, c'est passionnant pour moi d'avoir vu ça. Je dois reconnaître que j'ai mis aussi la main à la pâte puisque j'ai fait aussi un petit parc dans mon jardin. Et en le faisant, je me suis dit, tiens, c'est marrant. En fait, la question que je me posais, c'est à quel point le phénomène va être important ? C'est-à-dire, est-ce que ça va être 2-3 personnes qui vont faire ça ou est-ce que ça va être un mouvement Après, ça s'est toujours fait, hein, même dans les années 80 et tout ça, j'ai plein de potes, plein de vieux. Bien sûr, ça s'est toujours fait, mais là, je pense que le confinement, quand même, a multiplié le nombre d'initiatives. Bien sûr que ça s'est toujours fait. Alors moi, depuis que je roule, il y a des gens qui ont des spots dans les jardins, mais c'est vrai qu'avec le confinement, vu qu'il n'y avait rien à faire. Ouais, là quand même, il y a eu un drôle de phénomène. Alors avec des spots plus ou moins originaux, etc. Et je sais que tu es un amateur de scoop, je peux d'ores et déjà te dire que je vais m'intéresser à cette question de près, à savoir. Le rider dans un espace confiné globalement, et donc c'est mon prochain un de mes prochains sujets de réflexion. Là j'essaie de faire le petit smiley comme ça, tu sais, qui avec les... Ah d'accord, je me demandais ce que tu étais en train de faire. Ce petit smiley là, genre trop cool. On a hâte, moi j'ai hâte d'entendre ça, de voir tout ce que tu as étudié. On a Bork Ride Mon Parc qui nous dit du coup les spots street, vous êtes spot street, je pense qu'il pense du DIY. Est-ce que vous êtes favorable à du partage sur le net ? Il faut savoir que Bork il a une application où il a répertorié les skateparks. Alors est-ce que oui ou non c'est une bonne chose de répertorier les DIY, les spots de street ? Franchement moi je sais pas et j'arriverai pas à répondre à cette question. Ouais, ça dépendra de chaque lieu en fait. Bah ouais, c'est pas à nous qu'il faut poser la question, c'est aux personnes qui ont qui ont dépensé leur argent. Transpirer, passer un nombre d'heures incalculable sur leur spot, à savoir s'ils ont envie de rentrer dans ce genre de dynamique. Et il me semble que certains seront enthousiastes et d'autres moins. Un peu moins. Merci beaucoup Thomas, on te donne rendez-vous un peu plus tard et on a hâte de lire tous ces beaux sujets sur le DIY. Eh bien, merci Simon pour l'invitation. N'hésitez pas à m'envoyer si vous voulez du détail, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je pourrais vous envoyer les PDF de ces articles. Yes. Je suis bien chaud. Voilà, on est bien chaud pour Anthony et puis pour Yann et puis pour les gens du chat. Merci Thomas d'être venu faire un tour ici dans Immersion Freestyle. Tu es le bienvenu. Et on va envoyer un petit docu là tout de suite.
Est-ce que tu peux nous en parler justement de ce petit docu? Comment Eh c'était? bah ouais, bah c'est tout simple, c'est donc un documentaire sur le DIY, principalement dans l'Hérault. Donc j'ai interviewé la scène héraultaise du DIY. Et comment dire, ça a été réalisé en avril dernier. Ouais. Et comment dire, ça nous montre les différentes techniques, les différents spots et surtout le personnage qu'on peut rencontrer sur sur la DIY. Et voilà quoi, tout simplement. Et comment t'as découvert le spot? Pardon, Sion. Bah, comment dire, à la base, moi, du coup, je fais de la trottinette. Et j'habite pas loin du skatepark de Valros. Et au skatepark de Valros, je me suis fait des potes, etc. Et j'ai rencontré Bastien Marlin, donc, qui est quand même assez connu dans le milieu du DIY, au moins dans l'Hérault. Et du coup, grâce à Bastien Marlin et à tout ce monde qui gravitait autour, bah, j'ai réussi à connaître des spots, etc. Et puis, comme de base j'aime tous les sports extrêmes, je me suis dit bah pourquoi pas faire un. Enfin, j'ai même fait du skate avant de faire de la trottinette avant quand j'étais plus jeune. Et, du coup, je me suis dit bah quitte à faire un premier documentaire, autant le faire sur ce qui m'a poussé à commencer la vidéo quoi. Donc voilà. On voit que ce docu, tu l'as partagé sur Confusion Skateboard, il me semble, hein, Anto? Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai vu ça sur Confusion, mais du coup, comment c'est toi qui l'as envoyé ou c'est eux qui t'ont demandé? Bah en fait c'est eux qui m'ont demandé. D'ailleurs, il y a eu une petite confusion sans jeu de mots. Ouais. C'est que ils m'ont demandé s'ils pouvaient faire un article dessus. Du coup, moi, bon, comme je suis pas forcément super fort en anglais non plus, j'ai compris qu'ils voulaient juste reposter le lien de ma vidéo sur leur site. Sauf que pas du tout en fait. Ils ont repris la vidéo qu'ils ont reposté, qu'ils ont posté sur leur chaîne. Ah, Bon, stylé. moi, je sais pas si c'est bien ou mal. Ça fait bon qu'il y a moins de gens qui sont allés sur ma chaîne évidemment. Ouais. Mais bon. Moi, j'ai les sous-titres en anglais, eux, ils l'ont pas. Donc, Ok. Ok. Ouais, c'est parce qu'elle a fait quand même pas mal de vues et on met en lien en dessous là de la vidéo, vous pourrez voir en lien. Et ben, on a le lien officiel vers ta chaîne YouTube qui s'appelle Exuvie. Exuvie, tout à fait. C'est le seul reportage que t'as fait? C'est le seul documentaire que j'ai réalisé moi-même. Après, bon, j'ai réalisé un autre documentaire, mais qui est pas du tout dans le milieu des sports extrêmes. C'était sur l'histoire du Québec. Donc, je l'ai fait pareil avec plusieurs amis. Mais ça, c'est autre chose. Mais sinon, après, on peut y retrouver d'autres vidéos sur le skate et sur la longboard aussi pour le moment. Et du coup, maintenant, bientôt, sur la Street Jam de trottinette de Montpellier de l'an dernier. Ouais, parce qu'on a eu ça en exclusivité sur la chaîne YouTube d'Immersion Freestyle. On te remercie très très fort dans ce talk show. Et on parlait de trottinette d'ailleurs la fois où on a passé ça. Donc vous le cherchez, c'est On parle de la trotte avec JD et avec les mecs de Dissidence. C'est quoi ta prochaine réalisation? Alors là, c'est compliqué moi. C'est en fait que de manière personnelle, j'ai encore rien de vraiment prévu. Ouais. De mon côté professionnel, là j'ai commencé à ouvrir ma boîte et bien sûr pile à ce moment-là, le Corona est arrivé. Donc j'ai même pas eu le temps de faire une seule presta de client, donc voilà. C'est la folie quoi. Et du coup là c'est un peu, je sais pas. On sait pas, Exactement, je sais pas trop. Okay. Après normalement je devais faire, je devais réaliser la vidéo de l'Open de France de longboard à Toulouse, là, cette année. Ouais. Sauf qu'avec le Corona, c'était normalement en début mai, et là, ça va être reporté, ça va sûrement être reporté. On n'est pas encore sûr des dates ou de quoi que ce soit. Normalement, je devais le faire. C'est pareil, je devais filmer peut-être quelques trucs pour le FIS, mais pareil, le FIS, voilà. Malheureusement, donc, ouais. Tout a été annulé globalement. Eh ben, on va te souhaiter bon courage alors. Hein. Merci. Ouais, je crois que c'est un peu difficile pour tout le monde en ce moment. Mais bon, c'est la life. Après, tout le monde est dans le même cas, donc. Dans quelques instants avec cette pli, mais vous vous posez sûrement la question, mais qu'est-ce que c'est que cette pli? Eh ben, je vais vous envoyer une petite vidéo de teaser.
Nous voici de retour avec Flo. Alors bien sûr, comme d'habitude, hop. Je me dissimule un petit peu, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, Flo, qui es-tu? Alors moi, je suis le fondateur de la marque Setpli, Ouais. donc la première marque de lunettes vraiment recyclées à partir d'anciennes planches de skateboard et puis des vraies lunettes, donc qui sont adaptables à la vue, adaptables en solaire, approuvées par la sécurité sociale et l'ensemble des mutuelles. Et puis aujourd'hui, Setpli, c'est une marque qui présente une multitude d'accessoires. Est-ce que tu pourrais nous faire visiter, parce que là j'ai l'impression qu'on est chez toi, est-ce que tu pourrais nous faire visiter tes petits locaux en nous commentant ce qu'on voit? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Allez, Suite. ouais, bah vas-y, allez, vas-y. Alors ici, donc c'est mon atelier d'assemblage. Donc c'est là où on assemble toutes les paires de lunettes, montres, tous les accessoires pour la marque. Donc, ici, donc l'espace pour vraiment l'assemblage de toutes les montres, donc les mécanismes. Il faut savoir que sur les montres, tous les mécanismes sont garantis à vie. Ici, on va avoir aussi l'ensemble des bracelets. Voilà, ici vous avez la salle de shoot, donc c'est ici qu'on fait vraiment toutes les photos pour la marque, en tout cas pour le site. Ça va, vous m'entendez bien? Ouais, il me semble qu'on t'entend bien, qu'on est bien, on est bien. Super. Donc ensuite ici on a la fraiseuse à commande numérique, donc ça c'est un de nos outils principaux, qui nous permet vraiment de détourer les montures, et puis les montres, tous les accessoires, c'est vraiment une machine qui permet l'usinage. Et ici, on va avoir donc tout le stock de lunettes qui sont en cours de fabrication, comme on peut voir là. Ouais. Toutes les pièces sont vraiment uniques. On ne peut jamais avoir deux pièces qui sont identiques. Et puis, on se sert vraiment des courbures de la planche pour créer le galbe de la lunette. Voilà. Ici, derrière, vous avez mon stock de planches. Ah ouais, il y a de quoi faire là. Voilà, on a à peu près 1 tonne, donc ça représente 700 plateaux. Et... Donc, Et la question que je me pose, c'est comment tu as réussi à chiner tous ces plateaux là? Alors, ça provient en partie de mon réseau de skateurs, du Grand Est. Et puis après, c'est vrai qu'on a Adrien Bullard aussi sur Rouen, qui s'occupe vraiment de récolter un maximum de plateaux. Ok. Il faut savoir que pour 50 planches ramenées, on offre une paire de lunettes, taillées dans la propre planche qui a été skatée. Donc certains skateurs nous ramènent parfois des lots d'une 50aine de planches pour avoir leur propre paire de lunettes taillées dedans. Ouais, donc du coup, si on te ramène un planchon par exemple, moi si je fais ça, je suis allé te chercher un petit planchon. Si je te le, attends que je le montre à tout le monde. Il est là, voilà, il est là. Si, merde. Voilà, il est tombé, c'est pour ça que ça fait beaucoup de bruit. Du coup, qu'est-ce qui se passe si moi je te ramène un planchon? J'ai des petits prix, comment ça se passe? Alors normalement, pour une board, on offre un goodies, donc ça peut être une bague ou un porte-clés en skateboard recyclé. Ouais. Ou sinon, on peut faire une note sur laquelle on va noter toutes les planches qui ont été ramenées par nom, ce qui nous permet après d'avoir la cagnotte au bout de la 50e planche. Tu nous parlais tout à l'heure de sécurité sociale. Pourquoi la sécurité sociale? Pourquoi? Alors en fait, c'est un organisme qui permet d'accréditer qu'on est sur une vraie lunette. Et donc un vrai équipement paramédical qui permet à la fois soit de protéger, soit de corriger l'œil. Le fait d'avoir l'agrément, ça permet vraiment de crédibiliser le produit, de bien se rendre compte qu'on est sur une vraie lunette à part entière. Et du coup, une vraie lunette à part entière, ça veut dire que tu as des verres avec toi ici et on peut, par exemple, moi j'ai des problèmes oculaires. Si je te demande, par exemple, de me faire une lunette avec du +6 sur chaque verre, tu es capable de faire? Voilà, tout à fait. C'est moi qui m'occupe du centrage, du taillage des verres. C'est moi qui commande en direct avec le verrier, qui m'occupe de la prise en charge. Le verre, quand on le reçoit, il est vraiment comme ça. Donc c'est un palais qu'on va devoir tailler à la forme de la monture. Et puis on va devoir faire coïncider le centre optique du verre avec le centre optique de l'œil. Pardon. Et du coup, puis, décidément, ce live, il est difficile. Alors, je voulais te poser cette question. Ouais, ce verre, il est là, donc on peut avoir des montures très bien avec une planche de skate autour des yeux et avec donc sa correction. Comment ça se passe si on veut te faire une petite commande?
Alors, si c'est une lunette qui est correctrice, il faut se rendre chez un des 25 opticiens distributeurs de la marque. Ouais. Ça peut être chez Optique Berthaud, par exemple, à Pont-à-Mousson, MCO à Metz. Enfin, on a toute la carte des distributeurs sur setpli.fr. Et sinon, aussi sur le secteur de Nancy, là, vous pouvez vous rendre directement à l'atelier. Des fois, on reçoit des gens qui viennent même de plus loin, mais pour designer des lunettes sur mesure. Donc là, on reçoit directement dans nos ateliers près de Nancy. Ouais, parce qu'en fait, on peut customiser à fond ses lunettes, en vrai. Ouais, on peut faire vraiment la forme qu'on veut. Et puis la couleur, elle dépend directement de la planche de skateboard. Puisque comme on peut le voir là, par exemple, à l'image. Ah ouais. En fait, on va vraiment se servir des courbures de la planche et du dessin initial. C'est-à-dire que là, on constate bien qu'on est vraiment... c'est la lunette qui correspond exactement au coloris. C'est ouf. Voilà. Donc on peut pas tricher en fait. On peut pas tricher. On peut surtout pas avoir deux paires qui sont identiques. Et d'autre part, donc la marque a quelques brevets, notamment celui d'utiliser les courbures de la planche. Ouais. Donc, comme on peut le voir à l'image, en fait, c'est vraiment le galbe de la planche qui va conférer le galbe à la branche de la lunette. Et pareil pour la face. Donc, on est vraiment tributaire du coloris de la planche, mais aussi de ses galbes, de son niveau d'usure. Et puis, on conserve bien entendu les 7 plis d'érable qui sont colorés à l'intérieur de la planche, comme on peut le voir ici à l'image. Ok. Ça aussi qui va apporter encore de la singularité. Et ouais, je voulais te poser cette question, pourquoi 7 plis? Mais 7 plis, c'est pour les boards, en fait, il y a 7 plis. Bon, sûrement, on va... Voilà, il y a 7 feuilles d'érable, d'où le nom de la marque. Et donc, comme chaque lunette est unique, chaque lunette va comporter un numéro de série unique. Ok. On peut voir ici à l'image, à l'intérieur de la branche. Et en fait, ça va correspondre à un étui sur lequel on va pouvoir retrouver l'historique de la planche, par qui elle a été skatée, et quelle est la meilleure figure, le best tricks qui a été réalisé avec. Donc là, en l'occurrence, c'était une planche qui a appartenu à Albin Guiraud, donc un gros skater des coins de Dijon, Besançon. Voilà, c'est un skater qui est avec nous depuis le début. Et là, il y a écrit le best tricks. Qu'est-ce qu'il avait fait comme gros tricks? Art flip. Il est chaud, lui. Ouais, un art flip. Et la boîte, est-ce que elle est faite comment cette boîte? Alors la boîte, elle est faite directement dans l'atelier à côté, donc avec la fraiseuse à commande numérique. On va réutiliser en fait vraiment un roulement de skate, c'est donc ça qui va permettre d'agrémenter l'ouverture de l'étui. Ah ouais. Ici, et le plexiglas qu'on voit ici à l'image, on le récupère, c'est des chutes de plexiglas qu'on récupère à 1 km de chez nous. Donc c'est une entreprise qui est spécialisée dans le plexiglas et elle nous préserve les chutes. Donc on les achète, mais on les achète à moindre coût. Et on est encore une fois sur de la valorisation de déchets. Et là, c'est quand même du 100% français du coup. 100% français avec des charnières flex. Ah oui. Voilà, qui sont garanties à vie. Donc et là, puis, voilà, ce qui est intéressant vraiment sur la lunette, c'est qu'on est sur un produit made in France, recyclé, vraiment recyclé. C'est-à-dire qu'on prend vraiment des morceaux de bois qui sont hors d'usage, des planches qui sont vraiment en général plus utilisables. Et puis en plus de ça, on est sur quelque chose qui est très léger, puisque la lunette, elle fait à peu près 30% de moins qu'une monture traditionnelle. Donc ce qui fait qu'en fait, on n'a pas besoin d'ajustage. La lunette, on la met, elle tient automatiquement. Ah ouais, elle est light en plus. Voilà, c'est très léger, donc autant pour un équipement optique que solaire, c'est vrai que c'est assez confortable. Et du coup, si je t'amène ces lunettes là, est-ce que tu es capable de faire ça? Attends. Parce que tu sais, moi je fais du vélo et j'aime bien aller hyper vite. Ah yes. Et du coup, pour aller super vite, j'ai besoin des lunettes comme ça. Alors, dis-moi, ça, t'es capable de faire un truc un peu comme ça pour aller vite? Alors, ce serait possible, mais c'est vrai que c'est quand même très compliqué dans la mesure où là, on a un galbe qui est très important. Le fait qu'on a vraiment un gros galbe comme ça impliquerait qu'on change nos process de fabrication. On pourrait le faire, mais de méthode différente. C'est un peu complexe. Ok, c'est la petite question saugrenue que j'avais pour les vitesses full speed. Peut-être aussi, il n'y a pas que des lunettes. Voilà. Alors du coup, on fait plein d'autres accessoires. Ça va du stylo, par exemple, en skateboard recyclé. Donc ça qui est fait par David Imactiel, qui est un des associés de la marque. Ouais. Donc on a toute une gamme de stylos, rollers, plumes, faits à partir de skates. Ensuite, on peut les conditionner aussi dans des écrins comme ça, où là, le roulement permet vraiment l'ouverture de l'étui. Yes. Voilà. On va avoir toute une gamme de montres également. Donc, sur la montre, même chose, on va retrouver le nom du skater inscrit au dos. Donc, ce qui permet d'apporter un supplément d'âme et de bien se rendre compte que le morceau de bois, il a été piétiné pendant des heures. On peut retrouver aussi les traces d'usure au dos de la montre, comme celle-ci.
Et on a une petite question de Axel. En termes d'hygiène, comment ça se passe quand c'est une board un peu cramée? Alors, il faut savoir que la board, on va vraiment la tailler de fond en comble. On va aussi réduire l'épaisseur. Donc, le bois est complètement poncé. Oui. Donc, ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui est parfaitement propre. Et puis ensuite, le bois, il est saturé en humidité avec une huile. Donc, une huile très spécifique qui est hypoallergénique et qui résiste bien à la transpiration puisque c'est un petit peu abrasif. Donc, la monture, tous les articles qu'on fait sont trempés dans plusieurs bains avec 24 heures d'intervalle à chaque fois. On est sur 3 à 4 bains pour vraiment saturer le produit complètement. L'intérêt, c'est que contrairement à un vernis, le bois, il va pouvoir conserver son toucher, celui qui est vraiment celui du bois. Et puis, ça va pouvoir aussi évoluer plus longtemps qu'un vernis puisqu'on va pouvoir retraiter le matériau de manière locale. Ok. Donc, plein de super innovations pour tous ces produits 100% made in France. Voilà. Puis là, en ce moment, on a lancé une nouvelle gamme d'écarteurs d'oreilles, tout ce qui est plug, bagues, etc. Oui. Donc, tout ça, vous pouvez retrouver sur le site setpli.fr qui est en place depuis quelques jours. Alors, une retraite pour les boards, nous dit THS, nous dit Anthony. Merci beaucoup, Flo. De rien. Merci à vous. Avec grand plaisir. Dans le futur, il va y avoir des petites collaborations entre Immersion Freestyle et Setpli. On l'annonce là dans le talk show. Avec plaisir. Et il faudrait... oui, on a oublié de parler du prix quand même avant de conclure. Oui, alors au niveau du prix, donc on est sur une monture qui sort à peu près aux alentours de 480 € en magasin. Ah ouais, c'est pas rien quand même. C'est pas rien, donc on est quand même sur un petit budget. On est à peu près sur 15 heures de travail, c'est ça qui explique et qui justifie le prix. Bon, puis il faut savoir qu'on s'appuie sur un réseau de distributeurs, donc on doit prendre en considération la marge du distributeur. Et puis comme tout est réalisé en France, effectivement, on a des taxes qui peuvent être un peu plus importantes que d'autres pays. Mais c'est sûr que nous, on propose une lunette qui est vraiment brevetée, qui est vraiment légère et puis garantie à vie. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de fabricants qui aujourd'hui proposent ce genre de garantie. Eh ben merci beaucoup Flo, on n'oublie pas, c'est le www.setpli.com ou .fr .fr, donc www.setpli.fr. Merci beaucoup Flo d'être venu faire un tour dans Immersion Freestyle. Je rappelle qu'on aura sûrement un petit jeu concours ou un truc à faire avec le crew de Setpli. Merci beaucoup. Merci. Allez, salut. On va, voilà, l'émission touche à sa fin. Vous avez vu, on a eu une émission un peu délicate, donc je vous le dis, on va remonter tout ça pour que vous ayez une rediff plutôt hyper propre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission du début à la fin. Je vous rappelle que demain on sera avec Précis de Roll School, on parlera du sport au féminin. On aura aussi la séance de sport avec Florian Ferras. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et de faire tous les trucs de youtubeur, mettre un petit commentaire et tout, ça me fera grave plaisir. Merci à vous de nous suivre et d'être de plus en plus nombreux sur les réseaux à nous poser des questions, etc. On se fait un plaisir d'y répondre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Les jeux concours sur Instagram, on a le jeu French Florida où vous pouvez tenter de gagner un t-shirt. On a le jeu avec ProRider 34 où on vous fait gagner un deck éthique DTC. Et aussi on cherche l'histoire de ce cadre là que vous voyez ici. Celui qui nous donnera l'histoire exacte de ce cadre remportera un t-shirt Basic BMX. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Que c'est toujours un plaisir d'être avec vous et vous dire qu'on se donne rendez-vous demain. N'oubliez pas aussi de rester chez vous pour sauver des vies, ça fera quand même grave plaisir. Alors on se dit à demain et on vous laisse sur une petite musique que notre cher Anthony a décidé pour conclure cette émission. Donc le choix d'Anthony s'est porté sur les 3 accords grand champion international et on vous dit au revoir sur cette bonne musique. Salut tout le monde, salut YouTube, on se donne rendez-vous demain même heure 17h sur la chaîne d'Immersion Freestyle. Salut tout le monde, ciao.